Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Je suis aussi chroniqueuse, donc là aujourd'hui nous allons parler de Soleil sombre et je te propose aussi des ateliers d'écriture pour t'amuser autour des mots et pour découvrir le plaisir d'écrire et de lire à un premier public. Donc aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler de Soleil sombre, le 3e tome de la traversée des temps. Alors au niveau du résumé, poursuivant sa traversée de l'histoire humaine, Noam s'éveille d'un long sommeil sur les rives du Nil en 1650 avant Jésus-Christ et se lance à la découverte de Memphis, capitale des 2 royaumes d'Égypte. Les temps ont bien changé. Des maisons de plaisir à la maison des morts, des quartiers hébreux au palais de Pharaon se dévoile à lui une civilisation inouïe qui se transmet sur des rouleaux de papyrus, vénère le Nil, fleuve nourricier, momifie les morts, invente l'au-delà, érige des temples et des pyramides pour accéder à l'éternité. C'était une longue phrase. Mais Noam, le cœur plein de rage, a une unique idée en tête. En découdre avec son ennemi pour connaître enfin l'immortalité heureuse près de Noura, son aimée. Avec le 3e tome du cycle de la traversée des temps, Éric Emmanuel Schmitt nous embarque en Égypte ancienne, une civilisation qui prospéra pendant plus de 3000 ans. Fertile en surprises, Soleil sombre restitue ce monde en pleine effervescence dont notre modernité a conservé des traces, mais reste dans l'histoire des hommes une parenthèse aussi sublime qu'énigmatique. Alors en plus, bien sûr, comme je suis une grande fan, j'ai été me le faire dédicacer à la librairie Filigrane, parce que il passait le 11 novembre 2022 à la librairie, et je l'ai vu à la dernière minute. J'ai eu la grande chance de pouvoir y aller à la dernière minute, et donc je suis allée le rencontrer pour déjà acheter son bouquin, parce que je suis très fan de ses écrits, de son travail en général, parce qu'Éric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur, mais c'est aussi un homme de théâtre, acteur, qui écrit des pièces et qui propose des masterclass. Donc un artiste complet, on va dire. Et bien sûr, hormis le fait que je voulais avoir la suite, l'Égypte est une période que j'adore, que j'étudie plus ou moins à travers des livres, à travers des romans depuis très très longtemps, je crois depuis mon adolescence. Et dans ce livre, c'est juste une pépite par rapport à la vie égyptienne, par rapport au quotidien, leurs pensées, leur manière de vivre. Voilà, je me suis retrouvée complètement plongée dans cette époque. Alors bien sûr, voilà, quand on est fan d'histoire et d'Égypte, c'est juste un super moment. Et j'ai noté, parce que je fais des petits retours sur papier aussi, j'ai mis de temps à le lire entre l'achat et la lecture, mais c'est pour mieux le déguster, mon enfant. Comment Je ne suis pas... Oui, j'ai noté aussi que j'étais pas objective parce que j'en avais déjà lu... J'ai déjà lu les 2 premiers et je les avais chroniqués, donc tu retrouveras les liens en description et sur la vidéo. Et là, ce que je salue par rapport à ce livre, hormis sa manière de raconter la vie de Noam et de Noura, c'est le travail de recherche historique et la richesse des informations qu'il a faites. C'est énorme. Déjà, écrire 8 tomes, alors c'est pas des tomes de tapettes comme on dit, hein, avec tout mon respect pour les tapettes, c'est quand même 563 pages et il arrive toujours à nous captiver dans la vie de Noam. Alors c'est pas des rebondissements ou oh là là mon Dieu qu'est-ce qui va se passer, c'est comment dire ça, on voit on suit la vie de Noam et c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit qu'est-ce qui va lui arriver, comment il va s'en sortir, et il arrive à s'en sortir d'une manière par moments assez étonnante. Il arrive toujours à retomber sur ses pieds.
Et le truc, c'est que il a ce don enfin ces capacités de guérisseur qu'il peut continuer à exploiter dans l'Égypte. Donc, tout ça pour dire que, en effet, ça a permis, les aventures de Noam ont permis de creuser vraiment toutes comment, je cherche mes mots, c'est pénible, les, on va y arriver, toutes les couches de la société, parce que il va fréquenter des paysans, il va fréquenter Pharaon, enfin, pas en direct, mais en tout cas il va rentrer dans le palais. Il va parler des maisons d'éternité et des maisons, comment on dit, des maisons closes aussi, oui. Non, des maisons des plaisirs, pardon. Voilà, donc on va vraiment très loin dans la découverte de la civilisation de l'Égypte. Et personnellement, j'ai encore appris plein de choses sur le mode de vie des Égyptiens et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Au niveau du genre, bon bah voilà, c'est un roman historique, comme je disais. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir lu les 2 premiers tomes pour lire celui-là? Je ne sais pas. Moi, quand j'ai acheté le premier, j'ai dit voilà, je lirai les 8 d'office. Je suis un peu partagée parce que c'est vrai que on a quand même l'évolution du personnage et je trouve que c'est vachement intéressant de lire de sa naissance jusqu'au moment où il arrive en Égypte. Maintenant, il n'y a rien qui empêche de prendre celui-là et de repartir en arrière et de lire les 2 premiers. Je pense que c'est tout à fait faisable. Et je parlais tout à l'heure des masterclass d'Eric Emmanuel Schmitt, où il dit que la première phrase du roman est très importante. Et donc là, nous avons la première phrase. « Me délivrerai-je ici d'un pénible secret ?» Voilà. Donc on a la phrase qui claque. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On attrape le livre et on continue à lire. Parce que voilà, d'office, tout de suite, pénible secret et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est ça aussi qui fait que dans le résumé, il parle de surprise, parce que il y en a quand même plusieurs comme ça. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi toute la philosophie qu'il y a dans cette histoire, parce que nous avons Noam qui observe l'Égyptien et l'être humain au global à travers le prisme de l'homme préhistorique qui a vécu très près de la nature. Et alors, nous, au XXIe siècle, on considère que les Égyptiens étaient très proches de la nature, mais Noam considère qu'ils ne le sont pas tant que ça. Et c'est ça aussi qui est absolument passionnant, c'est que on voit l'homme, le premier homme quasiment, qui regarde comment ses congénères évoluent. Leur rapport à la nature, leur rapport entre eux, le rapport à entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les animaux. Pas oublier que les Égyptiens vénéraient les animaux aussi. Et du coup, lui trouve que l'homme a déjà fortement tendance à vouloir vivre dans une ville, dans des cabanes ou dans des bâtiments, alors que lui, il allait pêcher, chasser, cueillir des fruits et c'était réglé. Maintenant, on arrive à l'ère du commerce où on met des parfums, où on porte des tenues particulières. C'est plus comme à son époque où quand il était jeune, on portait une peau de bête et c'était fini. Il y a des codes de la société et c'est ça aussi qui donne toute la richesse du roman. Parce que il a des réflexions que j'ai trouvées extrêmement modernes. Alors bien sûr, c'est écrit par un romancier du XXIe siècle, donc c'est logique. Mais j'ai trouvé ça très... comment dire, j'ai trouvé que c'était un coup de maître d'aller mettre des réflexions de l'homme moderne sur l'homme, le rapport de l'homme avec la nature, ou le rapport de l'homme avec la richesse, ou le besoin d'en avoir toujours plus, le resituer à l'époque égyptienne
Et puis, bah, moi, par exemple, simple lectrice qui me dit, rien n'a changé aujourd'hui. Y a tout ça aussi derrière ce roman. Et bon, il y a bien sûr toute l'histoire de l'évolution de Noam. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Bon, bah, le fond, depuis tout à l'heure, je suis en train d'en parler. La forme, voilà, c'est Eric Emmanuel Schmitt. Donc, les phrases sont extrêmement bien réfléchies, les mots sont choisis, la phrase a été retravaillée pour qu'elle s'agence impeccablement avec la précédente et qu'elle coule de source avec la suivante. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que c'est pas parce qu'on est un auteur qui a écrit, alors je ne sais pas exactement combien de livres, mais voilà, on a aux éditions Albin Michel, on a quand même tout ça. Il y a tout un travail de réflexion sur la manière de dire les choses, sur la tournure de phrase, sur la figure de style qu'on va pouvoir utiliser pour que déjà ça donne envie au lecteur de tourner la page pour avoir la suite de l'histoire, de lire l'intégralité du roman et pour qu'en même temps il ait un message particulier. Alors, je pense que j'ai assez donné de détails sur le roman. J'ai pas trop envie de raconter par rapport à sa relation avec Noura ou les autres rencontres qu'il peut faire parce que je trouve que ça va... J'ai un peu peur de raconter trop de choses qui vont vous retirer le plaisir de le lire. On peut parler de la rencontre de Paquenne, qui est donc un gigolo qui s'aime, juste lui. Il est beau, il le sait, il en profite, il fait profession de cette beauté physique, il s'entretient. Et puis, il a bien compris la nature de certaines femmes qui, elles, cherchent un moment de plaisir fugace ou juste un beau garçon avec qui se promener ou avec qui passer un bon moment. Et lui, en profite pour le monnayer parce qu'il a bien le droit de manger. Il y a aussi, on a aussi toute l'histoire de, oui c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, ça, toute l'histoire de Moïse, avec l'évolution de Moïse. Et alors c'était très très sympa de retrouver, donc j'ai eu une éducation religieuse catholique, de retrouver le Moïse historique et pas le Moïse qu'on décrit dans la Bible, et de retrouver aussi l'idéologie de Moïse et ce que ceux qui l'ont suivi en ont fait. D'ailleurs, il y a une partie, mais ça c'est plus vers la fin, qui est juste savoureuse au niveau de la répétition. Je vais retrouver, je fais une petite pause pour le retrouver. Tais-toi, Aaron. Et donc, Aaron, c'est le demi-frère de Moïse. Et régulièrement, on entend « tais-toi, Aaron » au fur et à mesure des étapes, mais dans un même chapitre. Par exemple, « Jamais, répliqua Moïse, Dieu ne pratique pas le chantage, Dieu n'extorque pas. Tais-toi, Aaron. » Voilà, ça revient régulièrement. Et il y a aussi, avec une autre phrase que je viens de retrouver là, « Noam ne sort plus. » Et donc, il nous reprend cette petite phrase, « Noam ne sort plus, Noam ne sort presque plus. » Et il nous la remet régulièrement comme ça, et ça donne aussi une musicalité au texte qui est vraiment agréable. Et d'habitude aussi, je m'amuse à dire quel est mon personnage préféré. J'ai un énorme coup de cœur pour Noam, qui nous raconte ses aventures bien des siècles plus tard. Voilà, je l'aime beaucoup pour plein de raisons. Son rapport à la nature, son côté guérisseur, sa manière de toujours garder la foi et ce grand romantisme où dès qu'il voit Noura, le monde n'existe plus et il n'y a qu'elle. Et pourtant, il en rencontre des femmes, il en voit, il en côtoie, parfois il a même des relations amoureuses avec elles, mais dès que Noura arrive, voilà, il n'y a plus que Noura. Donc, oui, ça reste Noam quand même, et c'est aussi pour lui que je continue à lire, bien sûr, et que j'attends avec impatience l'ouvrage suivant. Je ne sais
pas. Je suppose par ma connaissance de l'histoire et de l'Antiquité que ce sera sur la Grèce. Et j'ai très très hâte de voir ce que Noam va faire en Grèce. Parce que nous tombons, enfin à la fin, je me suis dit, alors, what the fuck? Alors, bien sûr, comme je parle français, je me suis dit, mais c'est pas possible! Donc voilà, j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer maintenant pour la suite. À recommander à qui? Aux amateurs d'histoire, bien sûr, de base, aux amateurs de grands romans, ceux qui aiment bien des grandes histoires qui se déroulent sur plusieurs tomes, parce que là, vous allez vous régaler. Et il y a aussi une partie très sympa qui est le retour à l'époque actuelle et le retour en arrière de Noam où il raconte ce qui s'est passé il y a plus de 3000 ans. Voilà, donc écoute, n'hésite plus, achète-le. Ça dépend du type de lecteur que tu es. Si tu es un gros lecteur, ça va être sur une petite semaine, on va dire. Si tu es un lecteur un peu moins assidu, ça va peut-être être sur un mois. Mais c'est le livre à côté duquel on ne passe pas, quoi. Voilà, moi je te dis à très vite pour d'autres chroniques ou d'autres activités comme un atelier que je proposerai prochainement. Abonne-toi à ma newsletter, c'est là que je donne aussi des nouvelles sur les avancées et sur le projet. À bientôt! Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.